Et dans notre dossier, nous retrouvons Loïc Hervé, sénateur Haute-Savoie et membre du groupe Union Centriste. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler du projet de loi de bioéthique qui est en cours d'examen au Sénat. Peut-être une première question, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, des petites victoires peut-être de l'opposition des sénateurs au projet de loi de bioéthique? Pour qu'on comprenne bien où nous en sommes, nous sommes dans la deuxième semaine de l'examen en séance plénière. Avant ça, il y avait eu plusieurs semaines de travail, d'audition et d'examen du texte et de ses amendements en commission spéciale. Et c'est le texte de la commission spéciale qui est présenté aux sénateurs. La semaine dernière, le Sénat a accepté l'ouverture de la PMA pour toutes, qui est une mesure emblématique pour le gouvernement de ce texte, à une majorité qui était finalement assez large. Mais en revanche, un amendement proposé par le président Bruno Retailleau a permis d'interdire la transcription dans les actes d'état civil français des enfants nés de GPA à l'étranger, ce qui est un sujet important qui a donné lieu à un débat important. Et par ailleurs, les règles de dévolution de la filiation dans le cadre de la PMA dite pour toutes ont été revues et le Sénat a adopté un dispositif qui permet que l'enfant soit bien celui de sa mère qui l'a porté, et que l'autre mère, dans le couple de lesbiennes, si c'est le cas, soit mère de l'enfant par adoption, pour que la filiation corresponde à une réalité et que le droit corresponde à la vérité. C'est quelque chose de très important pour nous que nous avons adopté, et là, pour le coup, largement. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Je pense que ce texte, il part d'un paradoxe de départ. Ce paradoxe, c'est qu'on a, dans un texte de bioéthique qui devrait concerner des questions qui touchent à la recherche médicale, à la recherche scientifique, aux questions de la recherche embryonnaire sur les cellules, on a tout un pan du texte, qui est le début, les articles 1, 2, 3 et 4, qui sont des sujets qui abordent plus des questions de droit civil, donc qui touchent moins les médecins, moins les scientifiques que les juristes. Et donc, en commission spéciale, ça a été très difficile pour nous, je parle en tant que membre de la commission des lois, comme membre d'un des deux groupes de la majorité sénatoriale, pour faire comprendre qu'on n'est pas que sur des questions de recherche médicale et que les questions de société se traduisent aussi dans le droit et que le droit n'est pas que la variable d'ajustement de réforme sociétale. Le droit, il structure les règles de filiation et notre droit romano-germanique, c'est un héritage qui est ancien et on ne peut pas modifier notre droit civil et la dévolution de l'état civil sans avoir des conséquences en cascade sur d'autres manières d'établir la filiation entre des parents et des enfants. Donc cette question-là, elle nous a beaucoup occupés la semaine dernière parce qu'il fallait remettre un débat de droit civil dans un texte qui n'est pas un texte de droit civil. Et c'est ce paradoxe initial qui a été difficile à transcender et à expliquer à nos collègues. Alors, c'est un texte de loi qui touche effectivement beaucoup de domaines. On a vu en tout cas à l'Assemblée nationale que certains articles suscitaient beaucoup de réactions. Comment ça se passe au Sénat? Quels sont les articles qui suscitent peut-être le plus de débats? Alors on a eu un débat très digne, très dur, très respectueux en même temps des situations, qui est la question de la PMA post-mortem. C'est-à-dire un couple qui est en mesure d'attendre un enfant et qui recourt à la fécondation in vitro et dans lequel le père décède. Aujourd'hui, le droit interdit l'implantation de l'embryon sur la veuve qui le demanderait. Donc c'est une discussion très difficile parce qu'en réalité, elle touche des situations dramatiques dans des familles. Et donc le Sénat a maintenu l'interdiction, quand bien même le gouvernement souhaite aller plus loin sur cette question-là. Donc nous, on a maintenu une forme d'interdiction au Sénat. Et c'est dans ce genre de discussion-là, le Sénat est une chambre du respect mutuel des arguments. Donc on n'aborde pas ces sujets-là dans la polémique. Et ça a été un moment assez dur et assez, je vous le disais, respectueux des arguments de chacun, même si la décision finale a été de refuser cette possibilité. Alors, une autre question par rapport à la congélation d'ovocytes qui a été rejetée. On a vu que de l'opposition, il n'y a pas eu de majorité justement sur cet article-là. Et la majorité faisant défaut, l'article a été rejeté. Alors,
les amendements de suppression en début de discussion n'ont pas été adoptés, donc la discussion sur l'article a continué. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient supprimer l'article. Donc la discussion s'est poursuivie, et au moment du vote de l'article, on s'est trouvé dans une situation où 119 sénateurs ont voté pour et 119 sénateurs ont voté contre. Et comme c'est une adoption et qu'on a besoin de voter l'article positivement, il fallait qu'il y ait une voix d'écart pour que le texte soit adopté. Et comme il y avait égalité parfaite, le texte n'a pas été adopté, mais ça montre la division et les différences d'approche qui peut exister entre les sénateurs sur un sujet qui est extrêmement important et qui touche notamment aux questions qui, moi, me touchent beaucoup, qui sont les questions des droits des femmes, où, bien sûr on peut se servir de la science pour favoriser la fécondité, etc. Mais en revanche, les conséquences, notamment même sur les carrières dans les entreprises de femmes qui différeraient une grossesse, qui privilégieraient leur carrière pour ensuite donner vie à des enfants, ce sujet-là nous a beaucoup occupés et il a fallu trouver un point une ligne. Et cette ligne, finalement, vous voyez qu'on l'a presque pas trouvée. En tout cas, l'article a disparu du texte de loi qui sortira du Sénat. Alors, autre chose, peut-être dans un contexte un peu plus général, ça ne vous a pas échappé, on parle surtout de la réforme des retraites, un peu moins du projet de loi de bioéthique dans les médias en tout cas. Est-ce que, selon vous, on peut parler d'une forme de démobilisation des sénateurs dans un premier temps et ensuite peut-être de l'opinion publique ? Je pense que le Parlement, il est à l'image du pays. Et quand le pays qui sort d'une crise, qui est la crise des Gilets jaunes, et qui est une crise sociale latente, que l'opinion publique regarde ailleurs, il est logique que le Parlement aussi, lui, regarde ces questions-là. Les questions de la réforme des retraites ne sont pas des questions moindres pour la société française. Elles sont structurantes. On parle de 15% du produit intérieur brut. C'est vraiment quelque chose qui est important à regarder. Et ce texte de bioéthique, qui a servi, je le disais tout à l'heure, de support à des réformes de droit civil, il arrive dans un moment politique qui n'est pas favorable à un débat où on pourrait mobiliser à la fois l'attention du grand public, des personnes qui sont pour comme des personnes qui sont contre, et aussi des parlementaires, puisqu'on a quand même cette espèce de climat autour de cette réforme des retraites qui fait regarder les sénateurs dans une autre direction. Pour autant, si vous suivez nos débats, les sénateurs sont nombreux dans l'hémicycle, ils prennent la parole. Certains articles suscitent des débats de plusieurs heures. Et donc, la démocratie joue son plein au Sénat. Quoi qu'on pense des décisions qui sont prises, la Haute Assemblée fait son travail parlementaire. Alors, on a eu plusieurs voix qui se sont élevées contre le projet de loi bioéthique, notamment dans l'Église, avec la Conférence des évêques de France, Monseigneur Aupetit, et plus récemment, Monseigneur Dornelas, qui s'est adressé au Premier ministre, mais aussi José Bové, l'Académie de médecine, au moment du passage du texte de loi devant l'Assemblée nationale. Est-ce que toutes ces voix sont entendues, en tout cas aujourd'hui, pour les sénateurs ? Le Sénat n'est pas une maison sous cloche. Et une collègue sénatrice a reproché à Ludovine de la Rochère d'être même présente dans l'hémicycle et par sa présence d'exercer une pression sur les sénateurs. Certains ont dit que recevoir des lettres était une pression intolérable sur les sénateurs. Moi, je ne crois pas. Je crois que dans le respect, évidemment, des personnes et de la fonction du Sénat, il ne s'agit pas d'aller menacer des personnes en quoi que ce soit. Il y a eu des sénateurs qui l'ont été, donc ça, c'est totalement condamnable. Le Sénat, il vit avec la société et le Sénat, il doit entendre et organiser le débat public, qui est un débat public ouvert. Donc évidemment les familles de pensée, évidemment les courants de pensée religieux, et évidemment l'Église catholique, toutes ces tendances sont les bienvenues. Elles ont été auditionnées au Sénat, les différentes confessions, les différentes spiritualités ont pu s'exprimer, et tout ce qui est dit par Monseigneur Aupetit, par Monseigneur Dornelas, ou alors, moi j'ai rencontré plus récemment Monseigneur Mathieu Rouget, qui est venu à la rencontre de quelques sénateurs au Sénat pour évoquer ces sujets-là. Ça nous permet de réfléchir ensemble à ces questions-là. Par contre, nous, bien que certains d'entre nous soyons croyants, voire pratiquants, il nous faut regarder les articles tels qu'ils sont et légiférer par rapport au sujet qui est abordé. Il y a un travail important de méthode pour qu'on traite les sujets un par un, et c'est un peu l'avantage de la procédure législative, c'est qu'elle permet de parler de GPA quand on parle de GPA, de PMA quand on parle de PMA, alors que ce sont des sujets qui s'éloignent
vraiment du sujet de bioéthique, et puis d'aborder ensuite tous les sujets de bioéthique qui sont des sujets très importants et qui sont beaucoup moins médiatiques. Alors, les positions sont-elles figées selon vous? Est-ce que la réflexion justement des sénateurs qui sont peut-être favorables au projet de loi et en tout cas à certaines mesures peuvent évoluer? Alors les positions, on voit les votes de cette semaine, notamment un vote qui a eu lieu aujourd'hui sur le diagnostic préimplantatoire démontre que ou sur les textes généalogiques d'ailleurs, démontrent que les sénateurs y sont très farouchement opposés. D'ailleurs, suivent Agnès Buzyn, la ministre, sur ces propositions. Donc il y a des choses qui se passent au Sénat par rapport au texte de la Commission qui est battu en brèche cet après-midi par la majorité sénatoriale, par une majorité de sénateurs qui s'opposent à ces questions-là dans les deux domaines. Donc, les tests génétiques, c'est la possibilité d'envoyer votre ADN à l'étranger et de recevoir un certain nombre d'éléments sur la génétique. Et puis le diagnostic préimplantatoire, c'est en gros le tri des embryons sur ce qu'on appelle la prévention de certaines maladies et qui pour nous est une forme de tri qui nous conduirait à un risque d'eugénisme. Donc avec un certain nombre de collègues, notamment Bruno Retailleau qui s'est engagé sur cette question-là, on a évidemment supprimé cette possibilité. Alors on va devoir conclure, peut-être un dernier mot. Le texte va ensuite repasser à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot aussi. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de leur position à eux? Alors deux choses. D'abord, le texte va finir son examen cette semaine. Il sera adopté la semaine prochaine ou pas. Donc ce sera intéressant de voir ce que le Sénat décide, quel est le vote des sénateurs en début de semaine prochaine. Et ensuite, moi, j'attends des collègues députés de regarder ce que les sénateurs ont voté et pourquoi ils l'ont fait. Ça permet d'avoir un échange bicaméral entre les deux chambres qui est intéressant. Et ensuite, au gouvernement de bien mesurer les conséquences d'une partie des mesures qu'il promeut et qu'à la lumière du débat parlementaire, notamment au Sénat, il puisse parfois, je pense, revoir sa position pour être plus précautionneux, plus protecteur, notamment de l'enfant, dans ces circonstances-là. Donc, on a le temps. Il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée, une deuxième lecture au Sénat. C'est le gros avantage d'une démocratie parlementaire de pouvoir avancer chemin faisant et permettant à chacun de revoir aussi ses positions quand il le faut. Merci beaucoup Loïc Hervé pour cet éclairage. Et merci à tous